Bonjour Milady Gregorio, Bonjour. vous êtes psychopraticienne spécialisée en parentalité, adoption et traumatisme psychologique. Vous travaillez avec les femmes enceintes, avec les parents biologiques et adoptifs, et avec les adolescents et les adultes sur leur trauma vécu. A-t-on toujours conscience d'avoir vécu un traumatisme? Pas toujours, et même souvent, nous ne connaissons pas les origines de notre inconfort à l'intérieur et la raison pour laquelle apparaissent les symptômes comme la colère, les sautes d'humeur, la honte, la culpabilité, l'anxiété ou la peur, le sentiment de tristesse ou de désespoir, le sommeil perturbé. Ce sont souvent des symptômes qui cachent des traumatismes vécus pendant l'adolescence, l'enfance, la vie intra-utérine, voire depuis plus loin le vécu des parents et des ancêtres. Ces traumatismes peuvent poursuivre la personne pendant une longue période, voire pendant toute sa vie si elle ne prend pas conscience de ses origines. Les secrets et les non-dits dans une famille ne restent pas dans le passé, mais se transmettent de génération en génération en laissant un poids parfois lourd à porter à ses descendants. Ça peut être un abandon, une négligence, une maltraitance, des humiliations ou bien une adoption cachée. Vous accompagnez les futures mamans et les aidez à prendre conscience sur l'importance de la vie prénatale de leur bébé. Est-il possible d'éviter certains traumatismes pendant la période de la grossesse? C'est tout à fait possible et c'est justement une de mes missions les plus importantes, aider les mamans à se libérer de leurs éventuels traumatismes, souvent inconscients, pour ensuite libérer leur bébé encore dans leur ventre des émotions négatives qu'elles pourraient leur transmettre. Il est possible que la grossesse se passe très bien et qu'à l'accouchement, un vieux traumatisme inconscient en sorte et que la maman tombe en dépression. Le déroulement de l'accouchement est aussi très important pour la maman et pour son bébé. Les sentiments et le comportement du papa portent aussi une très grande importance, ceux de l'entourage de la maman aussi. Dans le ventre, le fœtus est un être à part entière. Si vous avez remarqué peut-être aussi que nous-mêmes l'appelons mon bébé et non mon fœtus. Il est lié avec sa mère et vit à une échelle différente ce que sa mère vit. Si elle passe par des épreuves psychologiques suite à une dépression, une séparation ou un décès par exemple, cela aura forcément un impact sur la vie intra-utérine de son bébé, mais aussi sur la future vie de ce bébé. Le lien que nous avons avec nos mères pendant la grossesse est très fort, non seulement de point de vue physique, mais aussi émotionnel. Chaque maman a ses préférences pour faire la connexion avec son bébé par la musique, le massage, la parole, la méditation, le travail avec le subconscient pour imaginer son bébé et lui transmettre des messages. Il faut savoir que la conception et la grossesse posent le début d'un futur enfant, non seulement de point de vue physique, mais aussi psychique. Les bases de la confiance en soi, la santé physique et émotionnelle. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que les patients seront emprisonnés à cause de cette période de vie intra-utérine, parce qu'aujourd'hui, nous savons grâce à l'épigénétique que nous avons une influence sur nos gènes et que nous ne sommes pas condamnés à notre passé. Nous pouvons influencer l'expression de nos gènes et réparer en quelque sorte notre passé. Mais il est toujours mieux de commencer notre vie dans les meilleures conditions possibles, n'est-ce pas? Et est-il possible de réparer les traumatismes de la vie prénatale et de la petite enfance? Cela dépend du type de traumatisme, de la volonté et des capacités de la force intérieure personnelle de chaque personne. Et là je parle des adultes bien sûr, et de l'accompagnement approprié. Pendant les périodes différentes de notre vie, nous n'avons pas la même conscience de nous-mêmes et de ce qui nous arrive. Cela se développe avec la maturité et l'expérience. Les petits-enfants et les fœtus encore moins ne comprennent pas ce qui leur arrive, ils ne peuvent que subir.
La négligence, le mépris, les humiliations, les agressions verbales et physiques laissent des traces non seulement psychologiques, mais aussi des marques physiques sur leur cerveau. Le cerveau des petits enfants est très vulnérable, car il n'est pas du tout mature, il est en pleine construction, il imprime toutes les capacités vécues, bonnes comme des mauvaises. Chez le fœtus encore, l'amygdale, qui est un noyau père dans le cerveau et fonctionne comme un système d'alerte qui perçoit les émotions, il ne faut pas confondre avec les amygdales que nous avons ici, commence à fonctionner et faire ressentir le fœtus des émotions qui s'impriment dans la mémoire. À la naissance, le bébé peut percevoir nos émotions, mais sans les comprendre. Alors, il est très important d'être un baromètre juste pour nos enfants. Se libérer des traumatismes survenus depuis la vie prénatale, la petite enfance et ceux qui nous sont transmis par les générations précédentes est possible et il est nécessaire d'avoir un bon soutien et accompagnement. Comment ça se passe chez les personnes nées sous X et qui, dans la plupart du temps, ne connaissent pas leurs origines? Il est vrai que la plupart des personnes nées sous X en France n'ont que peu ou pas du tout d'informations de leurs origines. Cette information est donnée au choix de la mère au moment de l'accouchement et de l'abandon. Chez eux, le travail de réparation émotionnelle suite au traumatisme vécu comprend plusieurs éléments. Construction d'une nouvelle base qui sera consciente, prise de conscience du traumatisme, acceptation et reconstruction. Ce n'est pas un travail facile et il peut prendre un temps plus long, mais la construction commence dès que la personne pense le début de ce processus, dès qu'elle ressent envie d'accepter la liberté émotionnelle. Puis, il y aura des différences entre les personnes nées sous X qui n'ont pas été adoptées et celles qui ont été adoptées. Avec l'adoption, on retrouve une cellule familiale, des parents qui souhaitent remplir notre vie émotionnelle et normalement qui cherchent à nous combler d'amour. Avec la famille adoptive, on peut réparer le passé et se reconstruire plus facilement quand les parents adoptifs sont conscients de leur mission très importante. Et chez les personnes nées sous X et qui n'ont pas été adoptées, le travail sur la reconstruction est différent, il dépend beaucoup plus d'eux-mêmes et là encore, l'entourage a un rôle très important. Ce qui est fondamental à savoir, c'est que nous pouvons tous aller vers le changement avec un accompagnement approprié et la prise de conscience de nos vrais besoins. Que devons-nous transmettre à nos enfants biologiques ou adoptifs? Le plus important pour un enfant depuis sa conception, c'est l'amour. Il faut donner l'amour sans jamais penser que ce serait trop. Un vrai amour pur n'est jamais trop. Quand je parle d'amour, c'est le sentiment à l'intérieur, ce sont des câlins spontanés et les mots d'amour. Les vrais besoins de nos enfants sont plutôt d'être avec nous, de partager nos émotions, nos ressentis, nos visions et non d'être loin de nous. Le plus important que vous pouvez transmettre à vos enfants, ce sont les vraies valeurs humaines comme l'empathie, l'altruisme, l'honnêteté, la tolérance, la bienveillance, la confiance en soi, maintenir sa curiosité aussi, le respect vers soi et vers les autres, la volonté et avant tout d'être de bonnes personnes. Et que peut-on faire pour aller vers le changement? Nous ne pouvons pas changer notre passé. Le premier pas, le plus important, c'est de l'accepter. Ce que nous avons vécu peut être une conséquence de nos actes et bien des actes de nos parents, de nos proches, de notre entourage familial ou professionnel, mais quelle direction prend notre présent et notre futur dépend que de nous. La vie nous propose des situations qui nous font sentir parfois condamnés,
Mais nous ne sommes pas condamnés, c'est juste que nous n'avons pas vu les chemins alternatifs que nous pouvons prendre. Notre éducation, notre société, notre vécu créent parfois des blocages dans notre réflexion et nous suivons un chemin déjà établi, ce qui fait partie aussi de notre cercle de confort. Or, les chemins sont multiples. Prenez l'exemple d'un fleuve. Il part d'une source et puis se divise en plusieurs ruisseaux en fonction du type du terrain que la nature lui propose. S'il rencontre un barrage en pierre, il cherchera à le contourner. Nous devons faire la même chose dans la vie. Quand un obstacle se pose devant nous, nous devons chercher un chemin alternatif et non de rester devant le barrage et laisser passer notre vie à côté de nous. Nous devons même remercier les obstacles et les échecs que la vie nous présente. C'est grâce à eux que nous pouvons évoluer. Et puis, comme je dis à mes clients, si vous remplacez les mots obstacle et échec avec le mot étape, votre vie changerait. La courbe vers le succès n'est pas une flèche toute droite qui va vers le ciel. Elle gagne de puissance si on peut rebondir à certaines étapes, comme sur une trampoline. Et ce trampoline sont ce que nous appelons les obstacles et les échecs. Ce sont vraiment que des étapes. Nous traversons une période plus ou moins difficile avec le confinement. Pouvons-nous et devons-nous rester optimistes pour le futur ? Nous devons rester réalistes et avec une tendance d'optimisme. Nous ne sommes pas égaux de point de vue psychologique, physique et émotionnel face à cette période que nous sommes en train de vivre. Certains d'entre nous la traversent plus ou moins sereinement en acceptant les circonstances, profitant de leur famille et restant en attente de la vie d'après-confinement. Et d'autres, malheureusement, se voient dans une situation sans issue et se retrouvent en état d'anxiété, de dépression et du stress. Les premiers ont eu probablement une enfance sécurisante. Ils sont entourés par des personnes aimantes. Ils ont une bonne position dans la vie sociale. Pour les deuxièmes, au contraire, par contre, cette période déclenche chez eux des anciennes peurs et des états d'âme dont ils n'avaient peut-être pas conscience auparavant. Ce sont les personnes qui vivent seules, qui sont entourées par des personnes à vision négative, ou bien tout cela réveille des peurs de leur passé enfance dont ils n'étaient pas conscients. Ces personnes doivent être aidées et bien accompagnées. Pour vivre mieux dans une période difficile en général, il est important de penser à la période d'après, parce qu'il y aura après. Il faut faire des projets pour l'avenir, même des projets faciles à réaliser, comme refaire la peinture dans sa chambre, par exemple. Adopter un animal de compagnie, faire du bénévolat, aider les personnes vulnérables, car l'altruisme et faire du bien aux autres nous fait bien à nous aussi. Avoir des projets crée chez nous la certitude qu'il y aura un futur. On peut peut-être nous rendre compte aussi qu'une de nos vraies priorités les plus importantes est la liberté et pas autant les objets matériels qui nous entourent. Pendant le confinement, il faut garder au maximum le contact via téléphone, message, mail, avec les personnes que l'on aime et que l'on apprécie. L'isolation physique provoque des états négatifs d'anxiété et de dépression, car nous sommes créés pour vivre dans un groupe ou dans une société. Sans relation sociale, nous ne pourrons pas exister. Notre cerveau ne l'accepterait pas. Et puis, il faut essayer de comprendre la peur que l'on ressent et ne pas juste céder à cette peur.
mais de la transformer en quelque chose de constructif. Par exemple, de se dire j'ai peur qu'il m'arrive ça, alors que, par exemple, je vais faire en sorte de l'éviter et de travailler avec. La peur fait une indispensable partie de notre vie, mais si on se laisse passivement vivre avec, nous cédons à l'isolation, aux états aussi dépressifs et à l'impression que notre vie dépend de quelqu'un d'autre. Comprendre, accepter et se libérer de la peur, c'est d'accepter la liberté. Le futur dépend de nous tous, absolument chaque personne bâtit son propre futur et aussi celui des autres à travers la société. Nous ne sommes pas que des spectateurs de notre vie, mais les acteurs principaux. Mia Di Gregorio, merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous.